Salut, c'est Rachel. Aujourd'hui, on va parler du métier d'aide-soignant. Pourquoi j'ai fait cette formation, comment je l'ai découvert, comment se passe la formation, comment s'est passée cette formation à mon époque et comment maintenant ça se passe. Donc comment moi j'ai connu ce métier? À la base je ne connaissais pas du tout. Pour moi à l'hôpital il n'y avait que des infirmiers, des médecins, des brancardiers, évidemment le directeur, les personnes administratives. Mais voilà, même dans les films, les séries et tout ça, on parle pratiquement jamais du métier aide-soignant. Alors qu'en fait on est assez nombreux, il y a plus d'aides-soignants que d'infirmiers en général. Donc moi en fait, quand j'ai connu ce métier, mon frère a fait la formation aide-soignant. Et il m'a parlé de la formation, il m'a dit ouais Rachel, je te vois bien faire ce métier, machin, etc. Nana, ça te ressemble beaucoup. Donc j'ai fait plein de recherches donc sur internet, j'ai regardé des reportages sur le métier. J'avoue que les reportages, ça ne donne pas trop envie. À l'époque, qui m'a parlé de sa formation, je ne savais pas trop quoi faire de ma fille. Vous savez, quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Et en plus en Martinique, on a la difficulté que il n'y a pas énormément de formations, on n'est pas aussi développé qu'en France. Donc, et puis on n'a pas autant d'opportunités qu'en France. D'ailleurs, quand j'ai fait des recherches et tout ça, j'ai remarqué qu'il y avait une école en Martinique à l'époque qui la proposait et pour très peu de place. Payer 138 € pour passer le concours, même si j'avais 18, ne pas être sûre d'être prise pour la formation, ça ne m'intéressait pas trop. Donc du coup j'ai regardé les prix en France. Et je vous avoue qu'avec les 138 €, je pouvais passer le concours dans 3 écoles. Donc du coup, c'était même plus rentable de passer en France, quoi. En plus, l'avantage qu'il y avait par rapport à la Martinique, c'est qu'il n'y avait pas qu'une session par année. Il y avait au moins 2 et il y avait plein d'écoles. Donc du coup, c'était plus intéressant pour moi de venir en France et passer le concours. Donc je me suis inscrite dans 3 écoles, comme j'ai dit. Donc une à Paris même, une dans le 93 et une dans le 94. Quand je me suis inscrite, j'ai acheté un livre et j'ai commencé à réviser à fond parce que c'était un livre pour préparer le concours et il y a le concours en fait à valider. Donc à l'époque il y avait en fait 3 parties. Il y avait une épreuve de français, donc si on avait son bac ou on avait validé sa matière en français au bac, on n'avait pas ça à repasser. Il y avait une épreuve d'admissibilité. Donc c'était soit une image qu'il fallait décrire, soit un texte qu'il fallait argumenter, soit une question qu'il fallait développer et tout ça. Donc je suis toujours sur le thème sanitaire et social. Et donc du coup mon petit livre il m'a beaucoup aidé. Il y avait un oral de 20 minutes où en fait on vous posait des questions, vous deviez répondre. Il fallait savoir la définition du métier, les modules que vous passez, le nombre de semaines que la formation comporte, combien de semaines de stage, combien de semaines à l'école et plein de choses comme ça, comment les stages se passent, dans quelle structure les stages se passent et tout ça. Donc il fallait vraiment connaître. J'ai aussi fait une prépa pour le concours parce que je voulais vraiment savoir comment ça allait se passer, vraiment m'entraîner, savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous et franchement ça m'a aidé. Donc j'ai passé les 3 concours. Dans une école j'avais une image à développer, donc en gros il y avait des jeunes qui mangeaient de la malbouffe et qui regardaient la télé, donc il fallait développer sur ça. J'avais un thème sur le sucre aussi et sur la digestion et tout ça. Et j'avais un texte qui parlait de l'alcool et les jeunes, donc il fallait vraiment développer, argumenter, parler du sujet. Donc suite après le côté admissibilité, donc après c'était l'oral, donc on me posait des questions, on m'a demandé qu'est-ce qu'est le métier aide-soignant. Donc fallait dire en fait qu'on est sous la responsabilité des infirmiers, on aide au niveau confort et hygiène pour les patients, donc on aide au niveau de la toilette, au niveau du repas, au niveau de l'habillage, au niveau de l'entretien des locaux et tout ça, on aide pour plein de choses en fait. Fallait dire tout ça, fallait argumenter, fallait dire pourquoi on veut faire ce métier, parler du relationnel, parler de l'altruisme aussi, ça aide beaucoup. Donc faut parler de l'aide, de l'empathie, de l'autonomie qu'on peut avoir aussi. Franchement, il faut vraiment donner plein de compétences qu'on peut apporter afin d'être bien sur notre métier. Donc après ça il fallait développer comment se passe la formation, donc il fallait dire que c'est plus ou moins en alternance, c'est à dire qu'on a des cours et qu'on a également des stages pratiques, énoncer aussi les modules, donc on en avait 8 à l'époque. Il y avait l'accompagnement des personnes dans la vie quotidienne, les soins, l'état clinique, l'ergonomie, la communication, les transmissions, l'organisation du travail, l'hygiène des locaux, voilà.
J'ai pas dit dans le bon ordre, mais en gros c'était ça. Donc j'ai validé mes 3 concours, j'ai choisi la PHP dans le 93. Pourquoi le 93? Parce que j'avais de la famille pas loin, donc j'arrive en France, je connais personne de ma famille, donc je me rapproche de ma famille. Et puis la PHP avait une bonne réputation aussi, enfin a toujours une bonne réputation, donc du coup tout bénef pour moi quoi. Pour moi c'était évident, c'était là que j'allais aller. Donc dans le premier concours j'ai eu 14, quelque chose comme ça, j'étais pas très à l'aise non plus. Deuxième à la PHP je crois que j'ai eu 18 et dans le 94 j'ai eu 17 si je me trompe pas. J'étais à peu près dans ces eaux là, ou 18,5 ou 17,5, bon voilà. Et donc du coup j'ai pris la PHP comme j'ai dit et donc du coup après la formation a commencé. Quand je suis arrivée en formation je pensais qu'en fait on allait suivre le programme, donc module 1, 2, 3, 4, mais non du tout. On a fait 4 semaines de cours et en fait on a commencé 2 modules, accompagnement, des activités, la vie quotidienne et l'hygiène des locaux. On a commencé par ça. Après on a eu 4 semaines de stage. Mon premier stage c'était en SSR, donc soins de suite et adaptation pour des personnes âgées. Premier jour, il manque déjà du personnel, donc du coup la professionnelle qui était toute seule en aide-soignante et donc du coup j'ai fait ma première toilette le premier jour. Il n'y avait pas le temps de faire de l'observation. non, tu mets la main à la pâte dès le premier jour, donc ça te met déjà dans l'ambiance. Comment ça se passe en réalité. Au bout d'une semaine et demie, je crois, on a eu un décès. De chance pour moi, ça s'est passé genre moins d'1 heure avant mon départ, c'est-à-dire avant que je rentre chez moi. Donc du coup, je n'ai pas eu à voir le corps et je n'ai pas eu à faire la toilette mortuaire. Parce que oui, la toilette mortuaire, ce sont les aides-soignants qui les font. Donc du coup, ouais. Ceci dit, je pense que si j'avais dit que non, je suis pas prête pour ça, ils allaient comprendre tout de suite. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Bon, après, j'ai eu le temps de voir des toilettes mortuaires aussi dans mon premier stage, que j'ai regardé, que j'ai assisté, que j'ai aidé, mais j'en ai pas fait moi-même toute seule. Et pour vous dire comment il manque du personnel en fait dans ce milieu, c'est que en moins d'1 semaine de stage, j'avais la responsable de service qui me disait « Ah mais vous finissez bientôt votre formation !» Bientôt, tu parles, j'ai quand même 1 an de formation à faire, donc faut se calmer. Et elle était déjà prête à m'embaucher en fait. Elle a jamais vu quand je travaille, elle sait pas du tout à quel niveau de ma formation que je suis, mais en tout cas elle sait qu'elle a besoin en fait de personnel, donc du coup elle cherche, elle embauche comme elle peut. Voilà. Au bout de 3 semaines, non 2 semaines et demie, ben, j'ai eu ma mise en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une prof qui vient regarder comment se passent les soins, comment je présente les soins, comment je présente aussi mon patient et elle me note en fait sur cela. Donc j'ai eu une MSP blanche si vous voulez. Donc du coup elle m'a donné des astuces pour m'améliorer et tout ça. Et puis 1 semaine après, elle est revenue pour me renoter et là ça comptait pour ma note finale. Donc voilà, j'ai validé mon MSP. C'est particulier en fait, c'est un coup de pression, surtout pour mes stages. Voilà, c'est pas vraiment ce que je recherchais quoi. Mais bon, ça a été, donc ça va. Deuxième stage, j'étais en psychiatrie. Je vous avoue que j'ai eu peur en fait avant d'arriver, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y a de quoi quand même à avoir peur quand on connaît certaines histoires. Franchement, la psy c'était génial, j'ai vraiment apprécié, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment bien comme formation, mais je me vois pas bosser à long terme dans un service de psychiatrie. Non, ce sera trop lourd mentalement pour moi et il faut s'accrocher pour y être. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup apprécié mes patients. Il y a eu des moments de tension avec des patients, mais bon, voilà. C'est quand même un service à risque, mais franchement, c'était bien. Ouais, c'était bien. Donc, 3e stage, j'ai fait mon stage en chirurgie digestive. Donc là, on fait vraiment attention à tout ce qu'ils mangent, à la qualité des aliments, à la texture des aliments. Quand ils viennent d'avoir une opération, par exemple, ben, ils n'auront pas d'aliments solides pendant quelques temps. Ils seront en BIC, c'est-à-dire bouillon, yaourt, compote. C'est que des trucs liquides qui vont consommer pendant un certain temps. Après, on commence à manger progressivement et tout ça. Donc, il y a la texture lisse. Donc, ils mixent tout. Il y a la texture moulinée où là, ils mixent en fait que la viande. Et la texture normale où en fait, ils mangent normalement. On apprend plein de choses et c'est intéressant. J'ai même eu l'occasion en fait d'être présente pour 2 opérations. Donc, une sleeve et une ablation de la thyroïde. Et franchement, j'ai trouvé ça génial en fait. Je me suis même dit pourquoi
pourquoi on fait pas des stages en bloc opératoire? C'est trop bien. Par contre, il fait très froid et on n'est pas très couvert en plus. Donc voilà, hein, une fois comme ça, c'est pas trop mal. Quatrième stage devait être en structure extérieure d'un hôpital. J'ai fait en fait du soin de bien-être dans le service où en fait j'étais en SSR. C'est pas le même service mais c'est le même hôpital et franchement c'était super sympa. On prend soin des gens, ils sont dans une baignoire, on les maquille. Désolée ceux que j'ai maquillés, je ne sais pas du tout maquiller les gens, je ne me maquille pas d'ailleurs parce que je ne sais pas faire ça. On les maquille, on fait des shampoings, on taille leurs cheveux, on taille les ongles. Franchement, on prend vraiment soin d'eux et c'est génial. Et en plus, j'étais que du matin. Je faisais des 7h, 14h, quelque chose comme ça, 7h, 14h30. Donc, quand c'est en juillet et que tu rentres chez toi à 15h, c'est bien en fait. J'étais trop contente. Je profitais de mes après-midi. Cinquième stage, j'étais à aval des urgences, donc c'est après les urgences. Franchement, là, tu as plusieurs pathologies. J'ai kiffé parce qu'en fait, j'étais avec des personnes vraiment trop sympathiques en fait. Il y avait deux messieurs antillais avec qui je m'entendais bien, avec qui ils avaient un bon délire et franchement c'est bien d'être dans une équipe comme ça. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas aimé mes équipes précédentes, mais c'était mon équipe coup de cœur de mes stages. C'était vraiment bien quoi. Sixième stage qui est un stage qui s'appelle optionnel mais qui n'est pas du tout une option, où en fait vous choisissez l'endroit où vous voulez faire votre stage parce qu'en fait en gros quand vous avez fini votre stage vous avez fini également votre formation et il y a plus de possibilités qu'on vous embauche juste après, donc du coup c'est intéressant de savoir dans quel service on veut, comment se faire bien remarquer et tout ça. Moi j'avais choisi la RIA parce que je voulais être en 12 heures et genre travailler 3 jours par semaine. Pas pour travailler après par la suite, mais parce qu'en fait je devais déménager après ma formation. Et donc du coup ça m'arrangeait. Mais finalement je pense que... Ouais voilà, j'ai fait la RIA pour finir ma formation mais c'est pas l'endroit où je kiffais parce qu'en fait la personnalité des personnes qui y travaillent ça ne me convient pas trop. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même lot et en fait je me suis rendu compte que ce n'est pas que l'endroit où j'ai fait mon stage que ça ne passe pas. Il y a d'autres personnes qui ont fait des stages en RIA ailleurs à 400 km et tout ça et qui en fait ont fait un jour de stage et ils n'y sont jamais retournés en fait. Donc c'est assez particulier, il faut vraiment aimer et ouais. C'est pas là que j'aurais kiffé travailler quoi. Donc voilà, donc en fait j'ai validé tous mes stages, donc c'est très bien, donc c'est le plus important. Au niveau des modules de formation, ça s'est généralement bien passé. Chaque module est assez différent, donc en fonction de l'école, ils les adaptent différemment. Je sais que le module qui était le plus chaud pour nous c'était le module 2, donc l'état clinique de la personne, parce que c'est vraiment tout ce qui est corps humain, il faut vraiment connaître et tout ça et c'est là qu'il y a le plus de rattrapage. Donc de chance j'ai validé les premiers coups, Dieu merci, parce que je ne voulais pas réviser tout ça. Et puis les autres voilà, c'était plus ou moins sympa. Communication c'était un peu compliqué, donc le module 5 c'était un peu compliqué parce que faut vraiment faire un dossier, décrire dans les détails une situation et tout ça. Et c'est pas vraiment ma partie de plaisir. Il faut savoir que oui, si vous ne validez pas tous vos stages ou vous ne validez pas tous vos modules, vous n'avez pas votre formation. Il faut attendre l'année prochaine, passer le module qui vous manque et après attendre la fin du jury de la formation à laquelle vous avez été intégré pour avoir votre diplôme. Voilà. Donc bon, moi j'ai pas eu de rattrapage à passer, donc c'est déjà une bonne chose. J'ai tout validé du premier coup. Après je me suis donné les moyens aussi pour, donc voilà. La moyenne c'est tout ce qu'on demande en fait. Parlons maintenant de la version 2021 de la formation, de l'épreuve en tout cas pour la formation. Il faut vous inscrire dans une école. Et lorsque vous inscrivez, vous faites un dossier dans lequel en fait vous devez énumérer une situation qui se rapproche du sanitaire et social, soit personnel ou professionnel, qui exprime pourquoi vous voulez faire ce métier. Vous devez joindre à tout ça le CV, une lettre de motivation manuscrite, non pas à l'ordinateur, manuscrite. Donc les 2 pages de la situation personnelle, professionnelle que vous avez eue. Si vous avez des attestations de stage, d'employeur ou même de l'école que vous êtes. Et puis toutes les pièces administratives qu'on peut vous demander, donc carte d'identité, diplôme, etc.
Pour la deuxième partie, donc l'épreuve d'admission, vous ne pouvez y accéder que si votre dossier a été retenu, et à ce moment, bah voilà, vous avez l'oral, vous devez développer votre dossier. On va vous poser des questions sur la formation, sur la définition, sur les modules, sur les machins et tout ça, donc il faut connaître tout ça. Et on va vous poser une question sur le thème sanitaire et social qu'il faudra développer également. Donc pour valider tout ça, il faudra avoir des connaissances au niveau sanitaire, médico-social, sociétal également, votre aptitude à faire attention à l'autre, à écouter, à voir s'il n'y a pas des changements aussi, la façon que vous communiquez, le travail en équipe également, la maîtrise du français oral et écrit, la maîtrise aussi des outils numériques, votre aptitude à avoir une certaine logique aussi, donc les priorités par rapport à des urgences et tout ça, les calculs de base, et on va regarder aussi si vous êtes organisé, si vous faites preuve d'observation et si aussi vous êtes autonome dans votre travail. C'est très important cette partie, l'autonomie, c'est très important lorsqu'on est dans le médico-social. Donc la formation se prépare en 10 mois. Il faut avoir au moins 17 ans pour pouvoir accéder à la formation. Vous pouvez aussi la faire en VAE, donc validation des acquis d'expérience, mais il faut prouver en fait que vous avez assez d'expérience pour valider votre diplôme d'aide-soignant. Vous pouvez aussi en fait devenir auxiliaire puéricultrice si, alors à l'époque, il fallait repasser 2 modules adaptés pour les enfants. Maintenant, je ne sais plus trop comment ça se passe, mais en gros, vous pouvez faire une passerelle, vous n'avez pas tous les modules à repasser. Et sinon, vous pouvez faire aussi une passerelle pour devenir AMP, aide médico-psychologique, ou AES, en fait, ils appellent ça maintenant AES, accompagnement éducatif et social. Et une fois en fait que vous avez validé votre formation, vous pouvez en fait travailler soit dans un hôpital, soit dans une clinique, soit dans un EHPAD, soit dans des structures pour personnes handicapées, soit dans des structures pour personnes handicapées mais des enfants handicapés. En fait, il y a tellement de possibilités de structures, c'est vachement intéressant. Vous pouvez travailler de jour, de nuit, ou en fait qu'avant les horaires comme à l'école, c'est-à-dire vous commencez à 9h, vous finissez à 16h45, mais là il faut être dans des IME. La formation coûte entre 4500 et 6000 €, mais en fait la région peut prendre votre formation en charge, donc du coup, même si vous n'avez pas les sous, vous pouvez faire une demande auprès de la région, donc c'est très bien. Le salaire des aides-soignants, bien sûr, il n'est pas ouf, hein, c'est à peu près le SMIC ou un peu plus. Des astuces pour avoir un peu plus de sous, les week-ends, travailler les dimanches parce que vous avez une prime du dimanche qui est non négligeable, donc si vous voulez un peu plus, travailler le week-end. Être en CDD, donc vous aurez en plus de ça les congés payés dans votre salaire, plus en fait 10% de précarité, donc c'est pas négligeable non plus. C'est des petites astuces comme ça qui pourront faire augmenter votre salaire. Après, si vous voulez un CDI, vous êtes libre d'avoir votre CDI. Donc voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations pour la formation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer, poser des questions soit sur Instagram ou soit dans les commentaires tout simplement. Voilà, si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et pourquoi pas partager ma vidéo. Voilà, je te fais des bisous et à la prochaine.